Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Dieng Official. J'essaye souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je tiens à faire une vidéo parce que cela fait quand même un bon moment que mes amis les abonnés ne m'ont pas vu sur YouTube. Je ne vous ai pas abandonné, j'étais juste en train de réfléchir sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Parfois on a besoin de prendre un petit recul, de pouvoir faire une analyse assez intéressante sur ce qui est en train de se passer. Il y a eu la crise donc du coronavirus et les conséquences très néfastes qu'elle a eues sur l'économie mondiale. Aujourd'hui, les économies les plus fortes au monde sont à terre. La France est en récession, l'Allemagne également. Les États-Unis, les pays africains, n'en parlons pas. On est en train d'entrer dans un nouveau monde qui va être un monde extrêmement difficile pour tout le monde, financièrement, mais également qui va être une sorte de dictature. Si vous regardez bien, il y a aujourd'hui une surveillance qui est de plus en plus accrue. On surveille les citoyens comme si on était des enfants à travers des applications téléphoniques, soi-disant pour nous éviter la mort, comme il le dit souvent. Si vous regardez bien, on a profité de l'état d'urgence. Je ne parle pas seulement de la France, il y a beaucoup de pays où on a mis en place l'état d'urgence pour restreindre les libertés individuelles des gens, surveiller les gens. Aujourd'hui, les services de renseignement et même les opérateurs téléphoniques ont des droits et des prérogatives qu'ils n'avaient pas dans le passé. Tout cela est un monde qui nous rappelle un peu celui que nous prédisait le grand écrivain britannique George Orwell dans son livre intitulé 1984. Je pense que nous y sommes déjà. Je pense que si George Orwell était encore en vie, je pense qu'il serait très étonné de voir que tout ce qu'il avait prédit il y a quelques années est en train de se produire sous nos yeux. Et ce n'est que le début. Nous allons tout droit vers un monde beaucoup plus difficile où la surveillance sera massive sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones portables. Nous serons un tout petit peu dans une sorte de prison à ciel ouvert. Mais depuis quelques jours, il y a également un événement qui a un peu bouleversé le monde. Je n'ai même pas besoin d'en parler, c'est la mort tragique de George Floyd, ce jeune noir américain d'une quarantaine d'années, je pense qu'il doit avoir 46 ans, qui a été assassiné, il faut le dire, c'est un meurtre par un policier blanc dans des conditions atroces, inhumaines, dégradantes, qui nous prouvent que l'Amérique du Nord reste encore un pays très raciste, contrairement à la France. C'est important de faire ce lien pour tous les jeunes qui depuis des années nous parlent de racisme en France, la discrimination, etc. On est à des centaines d'années-lumière de l'Amérique latine sur la question du racisme. La France est encore très loin des États-Unis, très loin de l'Amérique du Nord sur cette question, parce que les deux sociétés ne sont pas les mêmes. On a deux structures sociétales totalement différentes. L'Amérique a été créée par les Blancs, pour les Blancs. Les Noirs sont arrivés vers 1619, au XVIIe siècle, au début du XVIe siècle. Ils n'ont jamais été libres, tout le monde le sait. Il n'y a jamais eu de liberté pour les Noirs aux États-Unis. Il y a eu l'esclavage, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Ensuite, il y a la guerre civile de 1881 qui a été déclenchée après l'indépendance déclarée par Jefferson Davis, donc, qui était contre l'abolition de l'esclavage, à la suite de l'élection d'Abraham Lincoln. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais l'Amérique n'a jamais été un pays où le noir se sentait en sécurité. Au contraire, on lui a toujours fait comprendre qu'il était un citoyen de seconde classe, que jamais il n'aurait ou jamais il n'arriverait à avoir les mêmes droits que les Blancs. Il y a ce qu'on appelle white privilege aux États-Unis, le privilège blanc. Ça existe aux États-Unis. Je ne pense pas que ça existe en France. Depuis des années, je suis en confrontation avec beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais, t'es un bandit, t'es un nègre de maison, tu ne dénonces pas la violence dont nous sommes victimes. Évidemment, il y a une violence policière qu'il faut dénoncer. Mais de là à comparer l'Amérique du Nord à la France, en termes de racisme et de violence policière, je pense que c'est encore méconnaître le sujet. Il y a des efforts à faire, évidemment, oui, je suis entièrement d'accord. Mais l'Amérique du Nord est un continent, est un pays, pardon, très raciste,
racialiste, où vous avez des États du Sud qui pratiquent le racisme ouvertement, et où vous avez une société qui est ancrée, qui a été fondée sur ça. Donc le racisme aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est tabou, c'est ouvert. Il y a ce qu'on appelle les segregated schools. Les écoles où vous avez que des noirs, et il y a des écoles où vous avez que des blancs. Il n'y a pas longtemps, c'était les noirs et les blancs dans des transports, mais séparés. Okay? Il y a ce qu'on appelle le principe de equals but separate, hein, de 1898, après l'affaire de ce jeune noir américain qui avait donc été, qui avait porté plainte auprès de la Cour suprême de Jefferson, de Ferguson, pardon, et qui avait donc permis d'instaurer ce principe qu'on appelle equal but separate. On est égaux mais on est séparés. Ça existe aux États-Unis. Je ne pense pas que dans l'histoire de la France, on est arrivé à cela. Et je ne pense pas qu'on arrivera à cela un jour, je ne le pense pas. Mais, quoi qu'il en soit, il est important toujours de dénoncer la violence. Donc là, je lance un petit message à Omar Sy, le comédien Omar Sy, qui depuis les États-Unis est en train de dénoncer le racisme et la violence policière en France. Alors, c'est bien de le faire, sauf qu'il est très mal placé pour le faire, parce que je pense qu'aujourd'hui, il a quitté la France pour aller se réfugier dans un pays connu mondialement pour le racisme et où la violence policière, elle est ouverte. Quand on est noir ou latino, on la vit tous les jours. Tous les jours. On tue un noir pour rien du tout. Il y a Trayvon Martin, il y a Michael, l'autre noir américain qui a été tué en 2014-2015. C'était Eric Gardner, il y a Trayvon Martin, il y a beaucoup de jeunes noirs qui ont été assassinés ces dernières années, si vous suivez l'actualité, uniquement parce qu'ils sont noirs. Si vous regardez bien, le motif du crime, c'est totalement dérisoire. C'est des noirs qui n'auraient jamais été tués en France. Donc ça se passe aux États-Unis. Et il y a un Français, comédien, qui a gagné beaucoup d'argent, qui s'est fait énormément d'argent dans la comédie, qui est parti vivre aux États-Unis, une terre qu'il aime bien, un très beau pays, même si je n'ai jamais eu la chance de le visiter, et qui lui dit qu'aujourd'hui, il y a une violence policière en France qu'il faut dénoncer. Évidemment, il faut dénoncer la violence policière, mais j'espère qu'il est en train de le faire aux États-Unis aussi. Parce que ce que la France apporte comme protection aux Noirs, la société américaine ne l'a jamais apporté aux Noirs. En France, si je ne me trompe pas, il n'y a jamais eu de KKK, Ku Klux Klan. En France, si je ne me trompe pas, on n'a jamais eu un prêtre ou un pasteur qui refuse de marier deux personnes parce qu'ils sont de couleurs différentes. En France, si je ne me trompe pas, le white privilege, le privilège blanc n'existe pas. On le sait tous, il n'y a pas de privilège blanc. Vous allez à Paris, dans certains endroits de la France, ou ce qu'on appelle la France profonde, vous voyez des Français de souche blanc qui sont dans la merde, qui galèrent, qui sont dans des situations parfois beaucoup plus difficiles que les Français d'origine immigrée, qu'ils soient noirs ou arabes. Tout le monde le sait. À Paris, il y a une certaine élite politique française blanche très riche, mais vous allez au fin fond de la France, vous trouvez la vraie France, ce sont des Français blancs, aux yeux bleus, et qui souffrent plus que les Noirs ou les Arabes dans ce pays. Tout le monde le sait. Aux États-Unis, on n'a pas cela. On a vu la violence policière contre les Gilets jaunes, et pourtant, il y a quelques jours, lorsque la famille d'Adama Traoré a décidé de faire sa marche, d'organiser une marche, la police a fermé les yeux, sous les ordres du ministre de l'Intérieur. Donc, dire qu'il y a une violence policière en France, c'est une réalité, il y a une violence policière qu'il faut condamner, qu'il faut dénoncer. Mais dire que la police française, elle est raciste, évidemment, il y a des racistes dans la police française, comme il y en a dans l'administration française aussi, dans les écoles, dans les universités, partout. Il y a aussi des racistes dans les minorités, chez nous, les minorités, les Noirs et les autres. Mais on ne le dit pas, on préfère toujours voir le racisme d'un seul côté. Donc, dire que la police française est raciste parce qu'on s'est basé sur un échange WhatsApp ou Facebook d'un groupe de policiers xénophobes, racistes et racialistes, c'est dangereux. On ne peut pas mettre tous les policiers dans le même panier. On ne peut pas mettre tout un corps professionnel dans le même panier. Il y a des racistes dans la police, comme il y en a dans les universités, comme il y en a dans les administrations judiciaires, comme il y en a dans la société tous les jours, dans le football, etc. etc. Donc ça, c'est le danger. Et je pense qu'Omar Sy, je salue son initiative et j'espère qu'il va continuer à dénoncer le racisme aux États-Unis. Parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore entendu, Omar Sy, ou entendu qu'Omar Sy a participé au mouvement
ou à la manifestation de Black Lives Matter. J'espère qu'il va y prendre part, parce que je pense que s'il dénonce le racisme en France et qu'il se soit indigné qu'il y ait autant de racistes en France, je pense qu'aux États-Unis, ça va être le comble pour lui. Et pourtant, mine de rien, il vit bien aux États-Unis, où il dépense beaucoup d'argent, où il vit dans le luxe total, parce qu'il est riche, il a gagné beaucoup d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas la personne la mieux placée pour pouvoir nous parler de racisme dans ce pays, parce que quand il était en France, je ne pense pas qu'il soit autant engagé dans la lutte contre le racisme. L'autre problème de la communauté noire et maghrébine en France, c'est qu'on a des élites comme Omar Sy qui nous ont totalement abandonnés, il faut le dire. Les grands joueurs de football, ils sont où? Les Paul Pogba, les Karim Benzema, les Blaise Matuidi, les Mbappé, etc. On ne les entend pas. Mbappé, je pense qu'il avait fait un tweet en disant qu'il soutenait George Floyd, Justice for George Floyd. Mais c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, quand les communautés dans lesquelles ou auxquelles ils font partie, ils appartiennent, pardon, sont dans la merde, on ne les voit pas. Ces gens-là ne se souviennent pas de la réalité des communautés qui les ont vus grandir. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis où les gens sont très rattachés à leur communauté. LeBron James fait construire des écoles dans sa ville natale. Il y a des Noirs américains qui investissent dans la communauté américaine, noire américaine. Il y a des acteurs de cinéma, il y a des joueurs de basket qui sont très impliqués dans la cause sociale, qui prennent la parole, qui dénoncent les réalités sociales, le racisme, la discrimination dont leur communauté est victime pendant des années. Ce qui n'est pas le cas en France. Quand on est noir ou quand on est maghrébin et qu'on est riche, immédiatement on passe d'une société à une autre, on commence à fréquenter la classe bourgeoise, les patrons, les riches, on se marie avec une fille d'une très grande famille, on oublie totalement ses origines. Et quand la situation commence à devenir un tout petit peu compliquée parce qu'on n'a plus assez d'argent, parce qu'on n'est plus aussi médiatisé qu'on l'était avant, là on redescend sur terre et on commence à parler de racisme. Je pense que quand Omar Sy était en France, on n'entendait pas beaucoup parler de racisme. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, il s'est réfugié aux États-Unis, un pays extraordinaire qu'il aime bien, et de là, il nous parle de racisme. Je ne pense pas qu'il soit la personne la mieux placée pour nous en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont en train de comparer la société française à la société américaine, je pense que c'est des gens qui soit sont de très mauvaise foi, ou c'est des gens qui soit ne comprennent pas le fonctionnement des deux sociétés. La société française a des racistes, oui. Mais ce que la société française a pu faire pour les Noirs et les Arabes, la société américaine ne l'a pas fait pour les Noirs et les Arabes. Un jeune Noir ou Arabe en France peut sortir de chez lui, se balader un peu partout dans le pays et revenir chez lui quand il veut. Que ce soit à Paris ou en province. Aux États-Unis, il y a des endroits, si vous avez un fils noir qui habite, le soir, vous ne restez pas tranquille tant qu'il ne revient pas à la maison. Parce qu'à tout moment, on peut vous appeler au téléphone pour dire que votre fils a été assassiné. Je suis la politique américaine, parce que je suis anglophone, et je suis également les témoignages des mamans noires qui disent que quand le soir, elles ne voient pas leurs enfants, elles ne peuvent pas dormir, parce qu'elles savent qu'à tout moment, on peut les appeler pour leur dire que leurs enfants ont été tués par la police. On vit dans cette psychose existentielle qui ne vous quitte jamais. Ça, c'est la réalité de la société américaine. Ça, c'est le rêve américain pour les Noirs. Comme disait Martin Luther King, there is no, the American dream is not for the black people. The black people only have experienced the American nightmare. Et quoi, les Noirs américains n'ont jamais goûté au rêve américain. Ils n'ont jamais goûté au rêve américain. Ils n'ont goûté comment dire encore? Ils n'ont goûté que le cauchemar américain. Qu'au cauchemar américain. Donc ça, c'est la réalité des États-Unis. En France, aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là. Il y a des jeunes de banlieue qui foutent le bordel. Et quand des jeunes se comportent mal, la justice fait son travail. Je ne généralise pas. On m'accuse souvent de généraliser, tu mets tout le monde dans le même panier. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et je pense que tous les gens qui me suivent depuis des années savent que je ne suis pas quelqu'un qui met tout le monde dans le même panier. Mais il faut aussi oser le dire, il y a une délinquance dans la communauté minoritaire. Et quand il y a des délinquants, évidemment, la police doit faire son travail de la même manière qu'il y a aussi des délinquants chez les Noirs américains. Sauf que aux États-Unis, je reconnais qu'il y a un racisme latent, bon, pas latent, non, ouvert. Ce qui fait qu'à chaque fois que les Noirs américains manifestent contre le racisme, je suis le premier à les soutenir. Et je dis haut et fort, I am supporting Black Lives Matter. Je soutiens le mouvement Black Lives Matter parce que je pense que c'est un combat noble qu'ils sont en train de mener.
Et c'est un combat que tout le monde voit. Heureusement que les choses sont en train de changer. Heureusement que les choses sont en train de changer aux États-Unis. On a un gouvernement américain fédéral qui est en train de trembler, surtout à quelques mois de la présidentielle américaine, très importante pour Trump. Trump est dans une situation extrêmement compliquée. Économiquement, l'Amérique est presque à genoux. Socialement, le pays est très divisé. Et il y a de très fortes chances que nous arrivions malheureusement à une guerre civile sur fond de tension raciale. En France, on n'est pas très loin de cette situation. Aujourd'hui, j'ai vu sur Twitter que le mouvement identitaire, Génération Identitaire, avait affiché une sorte de banderole dans un immeuble parisien qui a été déchiré par une dame qui habite dans cet immeuble. On est en train petit à petit de voir s'installer dans ce pays les condiments, les ingrédients qui peuvent demain nous mener vers une guerre raciale. Aujourd'hui, ce que je vois moi en tant qu'étranger vivant en France, en tant qu'observateur, ça me fait très peur parce qu'aujourd'hui, on est en train petit à petit d'installer les ingrédients d'une guerre raciale qui sera plutôt, au plus tard, aussi interethnique et religieuse, et ça va très mal finir. Alors, pour l'instant, il y a une confrontation entre le ministre de l'Intérieur et la police. On va voir ce que ça va donner. Mais je peux vous assurer qu'un contrôle de police qui finit mal mettra ce pays dans une guerre civile. Je vous le dis clairement. Vu la tension qui existe aujourd'hui dans les banlieues, et vu la haine des flics qui existe aujourd'hui dans les banlieues, et le sentiment des flics de ne pas pouvoir faire leur boulot parce qu'ils ont le sentiment d'être étranglés, d'être menottés par les flics. D'ailleurs, ils ont jeté des menottes, c'est un geste symbolique mais qui veut dire quelque chose. Je pense qu'un contrôle policier qui finit mal dans une banlieue en France aujourd'hui peut nous mener vers le désastre total. Ça, je vous le dis clairement. Je vais bien ce qui est en train de se passer. Il faudra faire très attention. Il y a une tension raciale qui est en train de s'installer. Il y a une tension raciale qui est en train de gagner du terrain. Il y a une sorte de radicalisation des positions entre les Noirs et les Maghrébins qui se disent victimes de racisme et de discrimination. Et d'autre côté, les Blancs d'une certaine idéologie qui pensent qu'ils sont en train aujourd'hui de perdre la main. Que les Noirs et les Maghrébins sont en train de gagner beaucoup de terrain et sont en train d'imposer ce que les Noirs américains sont en train d'imposer aux États-Unis en faisant même tomber des statues. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un climat qui fait peur. Et moi, je vous le dis clairement, un contrôle policier qui finit mal dans une banlieue aujourd'hui en France suffit à mettre ce pays totalement en chaos. Et je vous le dis clairement, il faut faire très attention. Donc voilà, je fais cette vidéo après avoir pris une certaine distance. Je n'ai pas assez de temps pour pouvoir aller trop loin dans cette affaire parce que là, je vous le dis clairement, il y a énormément d'informations qui passent. Il y a des manifestations un peu partout. Il y a un gouvernement qui se sent, qui a l'air un peu d'être dépassé par les événements, qui dit une chose et son contraire. On a autorisé la manifestation de la famille Traoré alors que normalement, logiquement, ça ne devait pas être le cas. Et on a interdit que certains gilets jaunes, etc., puissent faire leur manifestation et dire ce qu'ils ont à dire. Mais ça, je n'ai pas de point de vue à donner là-dessus. C'est un gouvernement qui prend ses décisions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement est un tout petit peu dépassé par cette affaire et qu'il est en train de temporiser ou en train de tempérer pour ne pas arriver à une situation proche de celle qu'on est en train de voir aux États-Unis, qui est une situation explosive. Explosive. Aux États-Unis, l'Amérique est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle en anglais powder keg, une poudrière. Hein, je pense qu'aujourd'hui, la moindre erreur, c'est fini. On est dans une guerre civile. J'espère qu'on n'en arrivera pas à cette situation. Mais je pense juste que ceux qui parlent de racisme et qui comparent la situation de la France à celle des États-Unis devraient faire très attention et savoir qu'évidemment, il y a du racisme dans ce pays. Évidemment, tous les policiers ne sont pas irréprochables. Il y en a qui sont racistes, il y en a qui se conduisent très mal. Et ces gens-là, il ne faut pas non plus, il faut pas en profiter pour généraliser. Il y a des policiers qui font bien leur boulot, qui respectent leur travail. Il y a également des policiers dont le travail ou dont la mission consiste à sauver les citoyens et qui sont en train de le faire dans des conditions parfois très difficiles. Donc, faisons très attention. Il y a une tension sociale qui est en train de prendre de l'ampleur en France sur fond de tension raciale, interethnique, voire religieuse, qui à la longue
pourrait mettre ce pays à genoux. Quand est-ce que ça va déraper, je ne sais pas. Mais je pense que dans les jours, voire dans les mois qui viennent, je vous dis, un moindre contrôle policier qui tourne mal dans une banlieue en France suffit pour mettre ce pays dans le chaos total. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Justice pour George Floyd. Non au racisme, mais ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il y a encore des efforts à faire dans ce pays, mais dire que les Français sont racistes, mettre tout le monde dans le même panier, je pense qu'il faudra demander aux Noirs américains. Le Noir américain, s'il avait l'opportunité qu'a le Noir ou l'Arabe en France, je pense qu'aujourd'hui, il ne se mettrait pas à embraser et à incendier le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité qu'il faut voir. L'Amérique du Nord a été toujours raciste et racialiste. La France n'a pas la même histoire, même si aujourd'hui on a une montée du racisme et du racialisme. On est encore dans un pays où les Noirs et les Arabes sont mieux traités qu'ailleurs. Et je pense que ça ne suffit pas pour ne pas... Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer nos gueules et laisser les gens insulter les Noirs et les Arabes. Non, pas du tout. On a toujours le droit et le devoir de condamner le racisme et la xénophobie et le racialisme sous toutes ses formes. Et je pense que toutes les personnes qui tiennent des propos racistes, ouvertement racistes, doivent être condamnées. Par contre, n'en profitons pas pour jeter de l'huile sur le feu et voir des problèmes là où il n'y en a pas. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.